Pour cette troisième vidéo, maintenant, nous allons voir la communication. La communication, c'est trois mots. Trois mots que je veux voir absolument partout lorsque vous communiquez, aussi bien avec vos clients, avec vos équipes, avec l'encadrement de l'école, les intervenants, vos responsables d'agence. Ces trois mots, pour action, pour information et pour validation, ils sont primordiaux et il faut impérativement le mettre dans tous les mails. Pourquoi dans tous les mails? Pour la bonne et simple raison que, naturellement, tout ce qui va sans dire doit s'écrire. Tout ce qui a été dit doit être écrit. Donc effectivement, lorsque je vais commander quelque chose à quelqu'un, lui écrire un mail avec une notification pour action. Si j'ai simplement besoin de faire passer une info pour information, et si j'ai besoin de faire valider, bien sûr, pour validation. Aucun mail sans l'un des trois. Exemple, je viens d'avoir mon client au téléphone, nous avons convenu d'une date de rendez-vous. Je vais lui envoyer un email à la fin de notre entretien téléphonique pour lui dire, suite à notre entretien téléphonique du temps, pour information, je vous confirme, ou pour validation, je vous confirme, je vous donne la date souhaitée ou la date que nous avons convenue. Voilà, donc en fonction, vous utilisez pour information, pour validation. Avec un coéquipier par exemple, vous pouvez très bien dire, pour information, j'ai vu le client hier, il a beaucoup apprécié les maquettes, il souhaite néanmoins faire telle et telle modification, machin, machin, machin. On va donc utiliser pour action, Michel, est-ce que tu as la gentillesse de modifier telle maquette, etc., etc. Raoul, est-ce que tu veux bien modifier ton code à tel endroit, etc., etc. Voilà. Et du coup, l'avantage, c'est que vous verrez à la fin d'un projet, lorsqu'on va devoir faire le recettage, il sera extrêmement simple pour vous de voir tout l'historique de votre projet. Qui plus est, en cas de conflit, en cas de pépin, si vous avez bien suivi le principe de j'écris ce que je dis, vous ne risquez pas d'avoir de problème. Vous ne pouvez pas avoir le client, un technicien ou qui que ce soit qui vient vous voir en vous disant euh, tu ne m'avais pas dit que je n'ai jamais été au courant de je t'avais pourtant prévenu que là, du coup, l'intérêt de tout écrire, on évite tout les quiproquos et on permet effectivement de gérer le projet au mieux. Rassurez-vous, hein, chaque fois que ça se passe mal, c'est bien souvent parce qu'on s'est dit des choses mais qu'on les a pas écrites, qu'elles n'ont pas été confirmées ou que, pire encore, les personnes auxquelles vous avez parlé, que ce soit des clients, que ce soit des responsables d'agence, que ce soit des intervenants ou que ce soit vos équipes ou le client, il est probable que, encore une fois, j'insiste, dans le langage, on ne se comprenne pas toujours bien et qu'un mot soit entendu à la place d'un autre. Voilà, l'écrit évitera toujours tout ça. Donc, pour information, pour action, pour validation, et faites toujours des transcripts de ce que vous vous dites, même synthétiques, mais au moins c'est fait. Les objectifs maintenant. Quels sont les buts à atteindre? Ah ah. Les objectifs, ils sont à plusieurs niveaux. Ça peut être vos objectifs à vous, hein, bien sûr. Vous avez tous l'objectif, je le souhaite, de sortir des BAP superbes et d'obtenir tous la félicitation de vos pairs. Voilà. Mais chaque fois qu'un client va vous remettre une BAP entre les mains, vous allez voir que lui aussi a des objectifs. Donc pour le client, pour vous, mais dans quelle quantité? Comment vous quantifiez un objectif? Un objectif, c'est un but à atteindre. En fait, je sais que j'ai réussi quand j'ai atteint ce but. Mais ce but, pour autant, il est quantifiable. Il est quantifiable, je ne vais pas simplement dire, voilà, mon client m'avait demandé un site de e-commerce, je lui ai livré un site de e-commerce. Non. Mon client m'a commandé un site de e-commerce, il avait pour objectif de vendre X produits par mois, et là d'un coup, ah voilà, si j'arrive à lui permettre de vendre X produits par mois, là, mon but est atteint. Mais simplement livrer quelque chose ne veut pas forcément dire que le travail est bien fait, ne veut pas forcément dire que le client est satisfait, ne veut pas forcément dire que les objectifs ont été atteints. Donc faites bien attention à ça. Pour ça, pensez SMART. SMART, c'est tout simplement une vision, une vision. SMART, c'est pour la définition d'un objectif, il faut qu'il soit spécifique,
mesurable, acceptable, réaliste et temporel. C'est-à-dire, spécifique, il faut qu'il y ait un but à atteindre. Mesurable, il faut qu'il y ait des indicateurs, il faut qu'il y ait des quantités. Acceptable, il faut qu'il y ait des étapes, il faut que on ait tout qui soit bien cadré, comment y arriver, comment on l'atteint, pourquoi, on explique. C'est pas pour autant que c'est évident pour vous que ça l'est pour le client. Réaliste, c'est-à-dire qu'il faut des moyens, ça va devoir être logique, hein, vous n'allez pas commencer à survendre des choses ou à sous-vendre des choses, parce que l'un comme l'autre est une erreur. Et temporel, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des dates, que ce soit des étapes, que ce soit une date de livraison, que ce soit des choses, etc., etc. Voyons un petit peu plus loin. Imaginons que notre client souhaite un certain nombre de vues sur Internet. Un certain nombre de, enfin, des vues, avoir des vues sur Internet. Bah, ces vues, elles doivent être quantifiées. Ça va être quelle page en particulier ou quelle quantité de pages l'internaute doit avoir visité. Combien de temps va-t-il passer par page? Ça peut être un outil de conversion. On va essayer de savoir, voilà, je veux que mon internaute passe par la page d'accueil, choisisse tel produit, le mette dans son panier, puis convertisse en achat. Voilà, et avoir des indicateurs qui vont dire, voilà, entre le nombre de personnes qui sont venues sur le site et le nombre de personnes qui ont acheté ce produit, nous sommes à 5, 10, 20, 30%. 30% ça fait beaucoup, mais peu importe. Nous avons donc les conversions. Vous avez aussi le partage. Imaginons que votre client souhaite que son site soit vu, que ce soit un restaurant ou autre, lorsqu'il partage une photo, combien de personnes la repostent ou la like, qui sont les personnes qui aiment ou partagent ou naviguent sur son site, est-ce que ce sont bien les personnes qu'il cible ou non? Est-ce que ils sont dans la bonne zone géographique. Si c'est quelqu'un, par exemple, qui a un restaurant, il s'en fiche d'avoir du trafic qui vient des États-Unis, peut-être, à moins qu'il soit dans une zone touristique. Bref, vous allez devoir vraiment étudier les chiffres avec une application assez minutieuse. Et tout ça, ça se prépare, ça s'apprend, et surtout, ça s'apprend par l'expérience. Il va falloir que vous vous cassiez un petit peu les dents dessus. Ok, restons sur cette idée de nombre de vues. Très bien, super. Il veut un nombre de vues, mais aujourd'hui, actuellement, dans son site actuel, combien a-t-il de vues? Ah, vous ne le savez pas? Bah peut-être parce que vous n'avez pas posé la bonne question à votre client lorsque vous l'avez rencontré. Vous ne lui avez pas demandé l'accès à son analytics, vous ne lui avez pas demandé de sortir ses statistiques, et du coup, vous ne serez pas en mesure de comparer quelque chose de comparable, à savoir avant votre intervention et après votre intervention. C'est-à-dire, avant votre intervention, vous récupérez la BAP, tout de suite je pose la question à mon client quels sont ses objectifs, je comprends qu'il veut des vues, si je comprends qu'il a des vues, très bien, est-ce que vous avez Analytics? Non, vous ne l'avez pas. Eh bien, la première chose que je fais, la première chose, j'installe Analytics sur le site de mon client. Avant de mettre ma version en ligne, moi, jeune étudiant de BAP, de l'IM pour ma BAP, je vais avoir 2 mois pendant lesquels je vais voir le trafic, certes d'un site en fin de vie, peu importe, mais au moins je pourrais comparer avec la nouvelle version du site que je vais mettre en ligne. Et du coup, vous avez véritablement quelque chose que vous pouvez quantifier pour à la fin dire à votre client, ou vous dire à vous, ou dire à votre jury, ou crier sur les toits si vous le voulez, j'ai réussi ou j'ai échoué. Attention, des objectifs, tout aussi smart soit-il, il peut y en avoir plusieurs. Ce sera à vous de voir. Mais n'oubliez pas, avant votre intervention et après votre intervention. Les cibles. Un client, plusieurs utilisateurs. Il y a vous, il y a le client, et les personnes qui utilisent les services du client au travers de son site internet, des vidéos de promotion, des pages Facebook, peu importe. Entre vous et le client. Vous, vous avez un objectif, le client a ses objectifs. Jusque-là, très bien, vous définissez des choses. Le client, vous travaillez pour lui, hein, nous sommes d'accord, hein, c'est lui qui décide. Mais néanmoins, attention, vous n'êtes pas l'employé du mois, encore une fois. Vous, vous allez
devoir avoir à l'esprit en permanence que votre client, lui, celui qui le fait vivre, ce sont ses utilisateurs, donc ses clients à lui. Voilà. Donc la première chose que vous devez avoir à l'esprit, bien que vous posiez les questions à votre client, toutes les questions nécessaires, etc., etc., ne perdez pas de vue que les utilisateurs de votre client ne sont pas forcément... ça peut être plus large que ses utilisateurs actuels. Ils peuvent être différents, vous pouvez lui apporter de nouvelles sources, de nouvelles cibles, etc., etc. Mais ce client, en fonction de ses objectifs, il va devoir garder à l'esprit qu'il s'adresse à des utilisateurs. Et donc vous allez devoir essayer de comprendre qui sont ces utilisateurs, comment éventuellement élargir la cible des utilisateurs si besoin. Vous allez avoir bien sûr la cible principale, cible secondaire, etc., cœur de cible, mais le cours sur les cibles clients pourrait véritablement faire l'objet d'un cours entier. Donc on va rester relativement sobre là-dessus. Gardez toujours à l'esprit que entre vous et l'utilisateur, il y a le client, certes, mais que vous travaillez aussi pour l'utilisateur. Et ça, on a trop souvent tendance à le perdre de vue lorsqu'on travaille en gestion de projet. Retenez bien, l'utilisateur, c'est la cible, on est bien d'accord, hein. Jusque-là, ok. Mais la cible n'est pas forcément égale à l'utilisateur. Elle peut être plus large, elle peut être différente, elle peut avoir évolué ces dernières années avec les comportements mobiles, etc., etc., avec l'arrivée du responsive, les applications, les réseaux sociaux, etc., etc. Il y a 1000 évolutions possibles de l'utilisateur. La cible est forcément plus grande que l'utilisateur de votre client. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, à de peut-être extrêmement rares exceptions, il y ait une personne qui est 100% du marché dans quoi que ce soit. Ça me paraît très bizarre. Donc du coup, les cibles sont plus grandes. À vous de tout faire pour que votre client réussisse à toucher une cible plus grande que le nombre d'utilisateurs qu'il a actuellement. Et faites très attention, si l'utilisateur n'est pas égal à la cible, ça arrive, c'est que vous avez un mauvais référencement. J'entends par là, si votre client veut beaucoup de vues sur Internet et que vous lui donnez beaucoup de vues sur Internet, il a un restaurant, je reste là-dessus, hein, et il y a des personnes du monde entier qui viennent visiter son site, mais qui font un taux de rebond absolument phénoménal, vous allez lui offrir un mauvais référencement, hein, ça va pas forcément l'aider à être bien référencé. Donc c'est que vous vous êtes trompé. C'est que vous vous êtes trompé. Donc c'est pas parce que j'ai 5000 passages par jour sur un site internet de restaurant que j'ai bien fait mon travail. Ne mélangez pas. Voilà. La stratégie. Avant, pendant, après, hein. On parlait tout à l'heure des faux pas, ce qu'il ne faut vraiment pas faire, hein. Donc négliger le travail de préparation, être un petit peu laxiste ou pas pendant les étapes de développement du projet et avoir une conclusion ultra rush, rapide, bâclée, parce que je travaille la nuit, parce que je fais n'importe quoi, parce que je me rends compte que la date arrive. Donc pour ça, on va définir des cycles de travail. Ces cycles de travail, on va se servir un petit peu comme les objectifs, on va définir des indicateurs qui vont nous permettre de savoir si le travail est bien fait, si on est en avance, si on est en retard, et faire des résumés hebdomadaires. Les indicateurs, c'est très simple, hein, ça va être faire de l'écrit, ça peut être énormément de choses qui vont permettre au chef de projet d'être bien sûr et certain que le projet avance, que quand je donne un travail à un technicien le lundi, qu'il ne lit pas le mail seulement le mercredi, donc j'aimerais avoir un indicateur, à vous de le trouver, hein, j'ai déjà quelques petites idées, on pourra en parler ensemble en cours, mais quel pourrait être l'indicateur qui me stipule que mon technicien, dès le lundi, a pris conscience du travail à fournir, et que ce ne soit pas seulement le mercredi qu'il ouvre le travail en disant «Oh, j'arriverai jamais à te rendre tout ça pour jeudi». Voilà, donc méfiez-vous bien de tout ça. Et le résumé hebdomadaire pour garder une trace dès le début du projet, pour avoir un recettage ultra court, ultra rapide,
et ne pas perdre de temps le jour du recettage à devoir rechercher dans toutes ces sources, etc., etc. Pour cela, il y a des cycles, d'accord? Les cycles, c'est très pratique. Donc, on va peut-être travailler, par exemple, sur des cycles hebdomadaires, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Parce que si vous pensez hein, clairement que le samedi et le dimanche ne sont pas des jours travaillés, partez tout de suite du postulat que vous vous mettez le doigt dans l'œil. Si vous voulez réussir véritablement et cartonner comme il se doit au sein de cette école, je vous conseille vivement de quand même regarder vos emails le week-end. Vous aurez tout à loisir après vos études de profiter de vos week-ends pleinement. Là, n'oubliez pas que c'est une course à la performance et que seuls les meilleurs vraiment seront reconnus comme tels. Le lundi, par exemple, encore une fois, c'est un cycle exemple. Voilà, vous n'êtes pas obligé de faire exactement ça. J'ai pour habitude, moi, de faire tous les trucs embêtants le lundi. Comme ça, je commence ma semaine par un truc qui m'enquiquine, qui va m'empêcher de dormir peut-être tout au long de la semaine. Je le mets de côté dès le lundi. Comme ça, tout le reste de ma semaine est consacré à des choses extrêmement positives. Voilà, donc le lundi, je vais faire tous les rendez-vous avec mon binôme, par exemple. Le mardi, je vais envoyer un email au client. Le mercredi, faire une réunion équipe. Le jeudi, je vais faire un mail à mon équipe qui va faire un compte-rendu de la réunion du mercredi, définir les travaux à rendre, et le tout dans un mail que je fais à l'équipe complète, etc., etc. Le vendredi, bah, je vois mon client, par exemple, éventuellement, c'est à envisager. Le samedi, je vais débriefer avec mon CDP au téléphone, par exemple. Et le dimanche, je vais simplement regarder tout ce que l'équipe me rend du travail que je leur ai commandé le jeudi. Du coup, le cycle continue, hein. On est lundi, je vais corriger lors du rendez-vous avec mon CDP les travaux qu'on a fait avec l'équipe, hein. Je vais débriefer, regarder, voir, éventuellement peut-être moi faire des améliorations, hein, car tout chef de projet que vous êtes, n'oubliez pas qu'il y a de grandes chances que vous deviez mettre la main à la pâte. Non, votre équipe ne fera jamais 100% du travail, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Je sais, c'est pas ce qui est marqué sur le papier. Pour autant, en vrai, on se rend compte avec l'expérience, hein, ça fait 5 ans que je suis des BAP, que les chefs de projet qui mettent la main à la pâte, comme par hasard, sortent des BAP de meilleure qualité que les autres. Donc voilà, je corrige les travaux, je mets à jour le diagramme de Gantt, comme je vais vous en parler. Et à partir du moment où j'ai tout ça, je peux faire le mardi mon mail au client avec toutes les informations, c'est-à-dire que les travaux qui ont été corrigés, que moi j'aurais prévalidés. Je vais lui envoyer le diagramme de Gantt mis à jour en lui disant écoutez, nous sommes en avance, nous sommes en retard, patatata patata, pour information, vous avez bien compris. Pour validation, voici les travaux que nous ont envoyés nos techniciens en rapport avec la maquette, etc. etc. Pourriez-vous me le valider avant jeudi par exemple, ou mercredi, voilà, j'en sais rien. Vous avez à peu près un cycle, voilà. À vous de voir, hein, ce cycle il peut être modifiable, il n'est absolument pas imposé et pas fixe. Jamais de la vie. On parlait de planning il y a un instant, et de diagramme de Gantt. Le diagramme de Gantt, bien sûr, à jour toutes les semaines. Pourquoi Et alors, bien sûr, faites une nomenclature. Ne vous amusez pas à mettre à jour en écrasant le fichier de la semaine précédente, s'il vous plaît. Parce qu'à la fin, quand on va faire un cahier de recettage, on va par exemple mettre sur un Excel, sur un PowerPoint, tous les diagrammes de Gantt qui vont se superposer et du coup avec une petite animation on va pouvoir se rendre compte de l'évolution de notre projet, des moments où on a gagné du temps, des moments où on en a perdu. Donc à jour toutes les semaines avec une nomenclature qui spécifie la date de la semaine en question. Le diagramme de Gantt c'est bien sûr pour vous mais c'est aussi pour l'équipe et naturellement pour le client. Pour vous, pourquoi? Encore une fois, je suis en avance, je suis en retard. Pour l'équipe, pour pouvoir la motiver, voire la féliciter. D'accord? Et pour le client, en cas de demande spécifique, si il décide du jour au lendemain de vous dire ah bah finalement j'avais demandé un site internet, mais l'idée d'avoir une application mobile m'intéresse beaucoup. Ah cher client, écoutez, je suis ravi, ça me fait plaisir que vous soyez content de notre travail. Néanmoins, si vous regardez notre diagramme de Gantt,
vous allez vous rendre compte que, effectivement, dans l'état actuel des choses, nous ne sommes pas en mesure de vous fournir une application question de temps. En revanche, nous avons peut-être le moyen de vous faire une web app, par exemple, à la seule unique condition que tous les contenus texte soient faits par vous pour décharger deux de nos techniciens sur la création de cette application, de cette web app, par exemple. Donc, vous avez, hmm, dans ces cas-là, vous vous mettez en apporteur de solutions et non plus simplement un oh non. Encore une fois, non, ça ne se dit pas à un client. On va dire non d'une manière détournée. On va essayer d'aller toujours dans le sens du client et dans le sens de l'objectif. Parce que un chef de projet va dans le sens du projet. Un point, c'est tout. Donc là, nous avons un diagramme de Gantt, d'accord. Ce diagramme de Gantt, il va comporter toutes les étapes. Comme j'ai l'habitude de le dire, je vais reprendre mes bonnes vieilles habitudes. Nous avons les étapes par ordre chronologique. Je m'amuse toujours à vous expliquer, lorsque l'on fait un gratin dauphinois, il y a des étapes, hein. L'étape j'épluche les pommes de terre arrive forcément avant l'étape je coupe les pommes de terre en rondelles. Vous pouvez le faire, hein. Vous pouvez très bien inverser deux trucs. Il y a de grandes chances que ça prenne plus de temps. Donc là, on va essayer véritablement de faire les choses dans l'ordre et du coup de les mettre dans l'ordre chronologique. Zoning, wireframe, chart, pré-maquette, maquette, développement, mise en ligne, débugage, livraison. Voilà. Le tout avec une ligne de temps. Sur la partie gauche, le début de votre projet, hein, et sur la partie droite, le bout de la flèche représente la fin de votre projet. On va supposer que chaque cran représente une semaine, hein, c'est un exemple encore une fois, c'est pas quelque chose de figé, c'est pas... Non, votre diagramme de Gantt ne ressemblera pas forcément à celui-ci. Et là, nous avons des tâches. Alors pour cet exemple, je n'ai pas mis des couleurs, je n'ai pas mis des liaisons, donc je n'ai pas attribué les tâches spécifiquement à l'un ou l'autre, hein, c'est simplement pour l'exemple, encore une fois. Donc là, nous avons des choses qui vont prendre un certain temps et on arrive effectivement pile poil à la fin du projet, c'est super. Nous avons notre ligne de temps, donc là nous sommes en semaine 1, d'accord? Et on se rend compte, ah malheur, que lorsque nous arrivons en semaine 2, le travail qui était prévu initialement pour une semaine en a pris 2. Ah mince, comment faire? Parce que là, si vous regardez bien sur la partie de droite, on dépasse. On dépasse. Et là, si vous pensez véritablement que lorsque vous serez en vacances, au ski, à la mer, peu importe, vous allez avoir vos équipiers qui vont se faire une joie de rectifier tout le travail en travaillant une semaine de plus sur le projet, malheureusement, à mon corps défendant et à mon grand regret, non, ça n'arrivera pas. Donc du coup, vous allez livrer une BAP incomplète et vous n'aurez pas rempli vos propres objectifs. Pour cela, ce qu'on va faire, c'est que si par malheur, effectivement, vous avez perdu une semaine sur zoning et chart, par exemple, en l'occurrence dans cet exemple, on va essayer de trouver les points où on a un petit peu de temps, hein, donc on va dire le développement et éventuellement on peut peut-être gratter dessus, etc. Le débugage, on va éventuellement essayer de gratter dessus, mais ce qui implique une grande préparation, hein. Ne vous amusez pas simplement à dire à votre technicien web, ah bah du coup tu as une semaine de moins. C'est pas comme ça que travaille un chef de projet, hein. Nous sommes bien d'accord. On va renforcer l'équipe, on va faire des choses, on va travailler en amont pour essayer de gagner ce temps et ramener le projet dans une durée réalisable. Voilà. Ne cachez rien à votre client, hein, ça ne sert à rien. Ne l'inquiétez pas non plus, donc ne lui racontez pas des choses anodines comme des histoires de cœur ou ce genre de choses que peuvent avoir deux techniciens et qui posent des problèmes. Ça ne sert à rien, nous sommes bien d'accord. Mais néanmoins, l'objectif est de livrer quelque chose. Et là, en l'occurrence, si vous réfléchissez et que vous êtes proactif, vous arriverez à livrer quelque chose dans les temps. Voilà. Nous allons maintenant terminer cette vidéo et passer à la vidéo suivante.